La parole est à vous, Monsieur Juppé. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais aimé les perchoirs. Je me suis toujours senti mal à l'aise parce que je sens peser sur moi le regard que porte la tribune. Mais on peut s'envoler des perchoirs. J'aurais préféré m'asseoir à vos côtés, mais enfin, la règle du jeu, c'est que je m'adresse à vous du haut de cette tribune. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous. Je ne vais pas vous faire un discours, je vais essayer plutôt de réagir à ce que j'ai entendu depuis environ 3 quarts d'heure. Mais je voudrais vous commencer par vous adresser un message de confiance. Il faut de temps en temps quand même essayer de se détacher de l'opinion dominante. L'opinion dominante aujourd'hui est au catastrophisme, à la morosité, au déclinisme. Des ouvrages qui développent ce thème font des succès de librairie étonnants. Eh bien, moi je vous conseille la lecture d'un autre ouvrage qui s'appelle « La France est prête » d'un jeune universitaire français qui s'appelle Robin Rovaton et qui dit 3 choses. Premièrement, la France est un pays d'entrepreneurs. Il y a un esprit d'entreprise formidable dans ce pays. Et quand on regarde les statistiques, on se rend compte que c'est en France, dans l'Union européenne, que se crée le plus d'entreprises nouvelles. Sous diverses formes, bien sûr, y compris sous la forme de l'auto-entrepreneuriat, mais globalement, nous avons une jeunesse en France qui a envie d'entreprendre. La deuxième chose que dit ce livre, c'est que la France est à l'aise avec la mondialisation. Contrairement, là aussi, à ce qu'on nous raconte, on présente parfois un pays replié sur lui-même, un peu frileux, c'est ce que disent parfois les eurobaromètres, mais nous avons de grandes entreprises multinationales, nous comptons dans les 100 premières plus grandes entreprises plus de Françaises que d'Allemandes, etc. Tout ça est bien connu. Tout le monde n'est pas à l'aise avec la mondialisation en France, mais la France dans son ensemble est à l'aise dans la mondialisation. Et puis, le troisième message que délivre ce livre, alors il est encore plus surprenant, c'est que la France est capable de se réformer. Je pense que ça vous surprendra tous, moi tout le premier, à la lumière de mon expérience, et pourtant c'est vrai. La France, en tout cas, est prête aux réformes, et elle bouge, elle évolue beaucoup plus qu'on ne le dit. J'en prendrai un seul exemple, qui m'a beaucoup frappé au cours des 10 dernières années, c'est le changement culturel de nos milieux universitaires. Le président de l'université de Bordeaux, qui est un médecin, me disait, il y a 15 ans encore, ou même 10 ans, lorsque je disais à mes collègues il faut ouvrir nos laboratoires de recherche sur le partenariat avec l'entreprise privée, c'était Satan. Le capitalisme à l'assaut de l'université. Aujourd'hui, il n'y a plus pôle de compétitivité aidant, programme des investissements d'avenir aidant, et puis nécessité aidant, il n'y a plus de laboratoire digne de ce nom qui ne travaille en partenariat public-privé. Les mentalités ont profondément évolué, et je pourrais en donner d'autres exemples. Voilà donc le message de confiance délivré. Alors, je voudrais réagir sur 2 ou 3 points à ce que j'ai entendu. D'abord, sur la réforme territoriale. Nous sommes tous bien d'accord pour dire que la France a une organisation extraordinairement compliquée, que le millefeuille territorial est une charge pesante dont on essaie de se débarrasser depuis longtemps. Et j'ai entendu M. Nibourel, en commençant, dire que la réforme qui était en cours allait tout changer dans le bon sens. Je voudrais apporter un tout petit bémol à cette affirmation très optimiste. Il faut distinguer. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans le bloc intercommunal, dans les relations entre les communes et les intercommunalités. On sait que cette réforme, qui a déjà 2 décennies au moins, a généré en réalité des coûts supplémentaires. Est-ce qu'on va arriver à mutualiser suffisamment pour que ces coûts se réduisent? Rien ne nous le dit vraiment aujourd'hui. À peut-être une exception près, qui est celle de la création des métropoles. Et là, je voudrais vous faire part de mon propre expérience. Bordeaux, le 1er janvier prochain, va passer du statut de communauté urbaine au statut de métropole, de par la loi. Je pense que c'est une bonne réforme et j'essaye de m'y engager à fond. Ce n'est pas simplement un changement de nom, ce seront des transferts de compétences, des transferts d'équipements et une tentative de mutualisation des services. En caricaturant à peine, je dirais qu'aujourd'hui, dans la communauté urbaine de Bordeaux, 28 communes, il y a 28 directions des finances, il y a 28 directions des ressources humaines, il y a 28 directions des achats, il y a 28 directions informatiques. Ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a de toutes petites communes qui n'en ont pas, mais globalement, ça l'est. Eh bien, nous allons essayer de rapprocher tout cela. Et je sens venir petit à petit une certaine disponibilité de mes collègues maires qui, dans un premier temps, m'ont répondu
Proximité, proximité, légitimité, légitimité, c'est la commune. Je leur ai simplement indiqué qu'une fois qu'ils auront transféré un service, opération blanche, puisqu'on transfère la dépense et la recette, la dynamique de charge sera pour la métropole. Ça les a intéressés. Et de plus en plus sont ouverts à des mutualisations. J'espère que nous parviendrons au total à réorganiser notre métropole avec plus d'efficacité et une économie plus grande de moyens. Je serai beaucoup moins optimiste sur ce qui se passe au niveau département, région. D'ailleurs, je ne serai pas non plus pessimiste parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis pour l'instant, peut-être parce que je ne suis pas parlementaire et que je ne suis pas au fil des jours les débats du Sénat et de l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai d'abord entendu dire que là où il y aurait une métropole, le Conseil général disparaîtrait. Que là où il n'y aurait pas de métropole, le Conseil général subsisterait. Et qu'entre les deux, on ferait une fédération d'intercommunalité. Je me suis dit, bravo, le choc de simplification arrive. Et puis, ce n'est plus exactement ce qu'on nous promet aujourd'hui, et je ne sais pas vers où l'on va aller. Le cas de Lyon, pardon, cher ami, est un peu exceptionnel, parce que vous avez phagocyté le département. Enfin bon, je simplifie. Et le poids de la métropole lyonnaise dans la région est tel que voilà, la question ne se pose peut-être pas. Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que la réforme ne va pas en réalité dans la bonne direction en créant ces immenses régions, enfin je pense à la mienne, Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, on ne va pas dans le sens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de la simplification et de l'économie de moyens. Et ce n'est pas moi qui le dis. Les 3 présidents de région se sont réunis la semaine dernière et leur communiqué final se termine par l'appréciation suivante, ça va sans doute coûter plus cher. Et je ne suis pas sûr non plus que ça rapproche les centres de décision du terrain. Le résultat, c'est que les départements reprennent du poil de la bête et vont naturellement expliquer que dans d'aussi vastes régions, ils doivent continuer à s'occuper notamment de l'espace périurbain ou de la ruralité. Quand on regarde le cas de l'Allemagne, le problème n'est pas la taille. Vous avez des Länder qui sont de la taille d'un État européen, comme la Bavière, et puis vous en avez d'autres qui sont de la taille d'une très grosse métropole, comme Hambourg. Donc je pense que le problème de la taille n'était pas véritablement l'enjeu, et pour ma part, je continue à penser qu'il fallait favoriser le rapprochement progressif des départements et des régions. C'est ce que nous avions entamé en créant ce nouveau poste de conseiller territorial. Pourquoi est-ce que ça coinçait en réalité ? Je ne peux pas donner une explication trop terre-à-terre des résistances, mais c'est que les conseillers régionaux voulaient rester conseillers régionaux et les conseillers généraux voulaient rester conseillers généraux. Et comme ils ont des voix qui se font entendre, notamment au Sénat, ça bloquait. Et donc nous avons dit, ça va être le même bonhomme ou la même femme. Ce sera le conseiller territorial qui siégera dans les 2 assemblées. Ça permettait de réduire le nombre d'élus et d'enclencher un processus de rapprochement. On a abandonné cette réforme, je crois que c'est dommage. Deuxième réflexion sur cette réforme territoriale. Je vous ai bien écouté aussi. Vous me dites que ce qu'il faut faire, c'est promouvoir les régions. Il se trouve que je suis président d'une métropole. Donc voilà, je vais défendre mon beefsteak. Ce lien entre la métropole et la région est un peu compliqué. Et quand je vois qu'aujourd'hui, un amendement voté au Sénat envisage de donner la compétence économique exclusive à la région, je me dis que ça ne marchera pas. Vous n'empêcherez pas les métropoles, en particulier la métropole bordelaise, qui a pour ambition de devenir millionnaire en habitants d'ici 15 ou 20 ans, d'avoir sa stratégie de développement économique et d'essayer d'entretenir à l'international son propre réseau de relations, en liaison avec la région, bien sûr. Mais imaginez que la région va mettre en tutelle la métropole. J'ai reçu un coup de téléphone il n'y a pas très longtemps du président de la métropole lyonnaise qui réagissait exactement comme moi. Je signale au passage. Tout simplement parce que la métropole, c'est la locomotive, c'est le navire amiral, c'est elle qui a la notoriété. Pardon, je me déplace pas mal à l'étranger, je fais, comme mes collègues le Missi Dominici, vendre Limoges à Shanghai, ça va être un peu compliqué. Vendre Poitiers à Los Angeles, Bordeaux, c'est plus facile. Bordeaux a une notoriété internationale presque aussi grande que celle de Paris et supérieure à celle d'à peu près toutes les autres villes françaises, grâce au vin, naturellement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Bordeaux a la notoriété,
Bordeaux a la qualité de vie, c'est aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, considérée comme la deuxième ville la plus attractive de France. L'accessibilité, bientôt la ligne à grande vitesse, 82 000 étudiants. Dans une agglomération qui aujourd'hui a 750 000 habitants, l'Université de Bordeaux, c'est 82 000 étudiants. C'est donc un atout, ça aussi, dans l'attractivité d'un territoire, qui est tout à fait essentiel. Alors, il ne s'agit pas du tout de vouloir refuser à la région son rôle de leader, de chef de file dans le développement économique, mais je pense qu'on serait mieux inspiré de travailler dans la complémentarité, voire dans la subsidiarité, plutôt que dans la tutelle de la région sur les métropoles. J'espère qu'au fil de l'examen du projet de loi, cette vision plus équilibrée finira par prévaloir. Ma deuxième réflexion porte sur un des thèmes que vous avez abordés, peut-être que je caricature, qui est celui de l'idée de spécialiser les territoires pour ne pas se disperser, en essayant d'attribuer à chacune de nos grandes régions une spécificité dans laquelle elle serait évidemment leader. Il y a une bonne part de bon sens dans cette approche des choses, c'est vrai pour ma région. Alors bien sûr, il y a le vin. Je voudrais simplement dire à Pascal Sabrier que nous avons à Bordeaux une entreprise qui est un des principaux brasseurs de non seulement la région, mais même du pays et même d'Afrique. Alors, ce n'est pas Henken, je le reconnais, mais vous connaissez Castel, je pense. Voilà, Castel. Donc, on fait aussi de la bière à Bordeaux. Je voulais le préciser. Mais enfin, le vin est pour nous un atout majeur, avec ses retombées sur le tourisme vitivinicole. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que notre agglomération a d'autres points forts. Bordeaux, l'agglomération bordelaise, l'Aquitaine d'ailleurs, mais Bordeaux aussi, sont un pôle très fort en matière d'aéronautique et d'espace. Thales est en train d'investir 200 millions d'euros sur l'aéroparc de Bordeaux. Il va y regrouper 2000 cadres et chercheurs avec une perspective de montée en puissance dans les prochaines années. Nous avons obtenu l'installation à Bordeaux de ce qu'on appelle la CIMAD, c'est-à-dire le service des armées qui maintient en condition opérationnelle les avions de l'ensemble de nos armées, l'armée de l'air bien sûr, mais aussi la marine ou l'armée de terre, et à côté l'entreprise privée Sabena qui assure la maintenance des avions civils. Or on sait que sur la durée de vie, 70% de la valeur d'un avion, c'est la maintenance, ce n'est pas le coût initial. Et donc là, il y a un potentiel tout à fait important. Nous avons cet atout dans le domaine aéronautique et spatial. Nous avons aussi un massif forestier qui est un des plus grands d'Europe, en tout cas de massif exploité industriellement, et qui nous sert à adosser un pôle de compétitivité, Xylo Futur, qui a de belles perspectives. Donc, nous avons des points forts, d'autres ont d'autres points forts, et il faut évidemment s'appuyer sur ces points forts dans notre stratégie de marketing territorial. Mais je ne pense pas qu'il faille non plus exclure d'être présent dans d'autres domaines sur lesquels tout le monde sera présent. Et l'exemple le plus caractéristique, c'est le numérique. Même si l'agglomération lilloise a marqué des points incontestablement dans le e-commerce, je voudrais rappeler qu'à Bordeaux, on a Cdiscount. Des clients, ils travaillent avec des clients à vous. Bon, enfin, c'est quand même une belle entreprise. Hein, voilà. Donc, aucune agglomération aujourd'hui ne va pouvoir se retirer de cette filière qu'est le numérique. Nous allons tous nous y développer, d'abord parce que c'est un enjeu transversal qui irrigue la totalité de la vie économique et au-delà même de la vie sociale. Donc, avec ces discounts, avec aussi notre cité numérique, avec notre pépinière numérique, avec nos écoles qui vont s'installer dans un des quartiers de Bordeaux qu'on appelle les bassins à flot, qui seront spécialisés dans les filières du numérique, nous avons bien l'intention de mériter le label French Tech que nous avons obtenu avec 8 autres agglomérations françaises. Est-ce que nous sommes capables de résister à cette tentation du saupoudrage? C'est une question qui a été évoquée par l'un d'entre vous. C'est vrai que, je ne sais plus combien, plus de 70 pôles de compétitivité, ce n'est pas très raisonnable, mais parfois on résiste. Et je peux en porter témoignage dans le cadre du programme des investissements d'avenir, où la labellisation des universités d'excellence aurait pu être un outil d'aménagement du territoire, c'est-à-dire en donner un bout à tout le monde. Nous n'avons pas voulu. Et nous nous sommes concentrés avec beaucoup de ténacité, de détermination sur ce concept d'excellence. Ce sont des jurys internationaux qui apprécient l'excellence et ce n'est pas pour faire plaisir au président du conseil régional de telle ou telle région qu'on délivre le label d'IDEX ou celui de l'ABEX, d'IDEX, etc. Donc parfois il arrive qu'on résiste. Troisième point après cette réaction sur la spécialisation des territoires, le rôle des collectivités locales. Bien sûr que notre rôle n'est pas de créer des emplois.
Je pense même, c'est un peu dur à dire, mais il va falloir le faire accepter peu à peu, que ça va être l'inverse. Compte tenu des contraintes budgétaires qui pèsent sur nous, nous ne pourrons pas échapper, j'en suis absolument convaincu, à des politiques dans nos collectivités territoriales de non-renouvellement intégral des départs à la retraite. Certaines ont déjà commencé. La dépense principale dans toutes nos collectivités, c'est la masse salariale. Et si nous voulons absorber le choc des 11 milliards de réduction de dotation de l'État plus tout le reste, il va bien falloir que nous y procédions. Donc ça n'est pas à nous d'engager une politique de création d'emplois. Les emplois aidés, qu'on appelle des emplois d'avenir, n'ont d'avenir que le nom. Les emplois d'avenir, ils sont créés par les entreprises et c'est donc notre fonction de créer les conditions, et j'ai bien aimé ce qui a été dit ici, pour attirer des entreprises de l'extérieur, mais aussi pour permettre à celles qui sont là de se développer harmonieusement et de ne pas être tentées d'aller voir ailleurs. Alors, ce rôle dans la création des bonnes conditions pour le développement des entreprises, il prend diverses formes. Bien sûr, l'accessibilité. Nous attendons avec impatience à Bordeaux l'arrivée de la ligne à grande vitesse pour 2017 et nous avons conçu un projet autour de cette gare qui constitue aujourd'hui un des plus grands projets d'aménagement, Bordeaux-Atlantique, avec un centre d'affaires à vocation internationale. C'est donc la LGV qui crée cette opportunité. Créer les conditions, c'est aussi développer l'offre immobilière et foncière, adapter les PLU, les plans locaux d'urbanisme, comme cela a été dit, offrir aussi des services publics qui participent de l'attractivité d'un territoire. Je pense en particulier au transport. Il est probable que dans les années qui viennent, je ne pourrai plus à Bordeaux construire de lignes de tramway. Parce qu'aujourd'hui, la justice administrative s'érige en juge de la rentabilité socio-économique des projets. Donc, quand un projet de tramway a un taux de retour sur investissement un peu faiblard, même si on essaye de se projeter à 10 ou 15 ans dans le cadre de l'évolution d'une métropole, on nous dit non, c'est pas possible, le TRI, le taux de retour sur investissement est insuffisant, donc nous allons continuer néanmoins à développer cette offre de transport parce que la mobilité dans une ville est un élément essentiel de son attractivité. Le logement est également un outil d'attractivité très considérable. Nous avons accueilli, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'année dernière, la CIMAD, ce service du ministère de la Défense, c'est 800 emplois transférés de Brétigny à Bordeaux. Ce ne sont pas des emplois créés, c'est des emplois transférés. Eh bien, nous avons mis en place un système qui a permis d'absorber ces 800 personnes dans d'excellentes conditions et je crois que c'est le rôle de la collectivité que d'y contribuer grâce à notre agence de développement BGI qui assume très bien ce rôle. Est-ce que les investissements publics sont du gaspillage d'argent public? Est-ce qu'il vaudrait mieux vous rendre l'argent pour que vous l'utilisiez mieux que nous? Je veux bien qu'on pose la question. Je constate simplement que quand nous donnons un coup de frein sur nos budgets d'investissement, comme nous allons être obligés de le faire l'année prochaine et les années suivantes, eh bien, toutes les PME du territoire se mettent à pousser les cris d'orfraie en disant on nous coupe la commande publique et ceci va avoir des conséquences sur l'emploi et sur notre chiffre d'affaires. Donc je pense qu'il y a là un point d'équilibre à trouver. Voilà, mesdames et messieurs, quelques réflexions sur tous ces thèmes d'attractivité. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'un élu local, quel qu'il soit le président d'une grande métropole ou le maire d'une commune moyenne ou même d'une petite commune, il n'a qu'une seule obsession. C'est faire en sorte que les entreprises de son territoire se développent ou que d'autres entreprises y viennent. C'est, je crois, la priorité de ces priorités. Et nous le faisons comme nous savons le faire, peut-être maladroitement, mais je crois avec beaucoup d'enthousiasme et de beaucoup de bonne volonté. Et ce qui me frappe, c'est les synergies qui se créent dans ce domaine. Vous l'avez dit, je crois, s'agissant de Lille ou de Lyon, ce n'est pas un enjeu politique. À la communauté urbaine de Bordeaux, pour reprendre cet exemple que je connais moins mal que les autres, nous sommes en situation de cogestion, gauche-droite, depuis plus de 20 ans. J'ai été président, j'ai été premier vice-président, je suis à nouveau président. Mon premier vice-président est le sénateur-maire socialiste de Mérignac. Et dans mon bureau, qui est l'exécutif de la communauté urbaine, nous sommes à peu près moitié-moitié, bien que j'ai une large majorité au Conseil. Nous avons décidé de conclure au début de chaque mandature un contrat de coopération en nous mettant d'accord sur les projets principaux à réaliser dans la mandature. Ensuite, nous gérons ensemble. Donc c'est pour vous dire que tous les politiques ne passent pas leur temps à s'étriper ou à penser à la prochaine élection. Ça se tend en général 6 mois avant les élections municipales, mais sur les 5 ans et demi qui restent, on travaille en grande synergie. Et nous essayons de travailler en synergie aussi avec les entrepreneurs du territoire. J'ai mis en place, là, depuis la dernière élection municipale, ce que j'ai appelé le Conseil des entrepreneurs de Bordeaux, avec l'aide de mon adjointe Virginie Calmels.
Nous nous réunissons tous les mois et mon idée, c'est de faire remonter des entrepreneurs du secteur les réactions, les attentes, les critiques vis-à-vis de l'action de la municipalité. On fait venir chaque fois un orateur extérieur pour oxygéner nos neurones. Hier, c'était Michel Combes, le patron d'Alcatel-Lucent, qui est venu nous parler de ce qu'il a fait dans sa boîte depuis 2 ou 3 ans. J'ai noté d'ailleurs au passage, c'est intéressant ça, en ce qui concerne le French bashing, dont on a parlé tout à l'heure, je vais poser la question, mais est-ce que c'est beaucoup plus difficile d'adapter les effectifs d'une boîte qui doit adapter ses effectifs en France qu'ailleurs, puisque lui a des établissements aux États-Unis, un peu partout en Europe et dans le monde? Réponse, pas vraiment. Pas vraiment. C'est un peu plus long, c'est un peu plus cher, mais quand on sait ce qu'on veut faire, qu'on fait un diagnostic partagé, qu'on est capable d'y faire adhérer la communauté de l'entreprise, on y arrive. Voilà, c'est juste pour pondérer le pessimisme qui est le nôtre. C'est pas moi qui le dis, c'est un chef d'entreprise d'une multinationale. Alors je serais évidemment pas tenté d'en tirer la conclusion qu'il ne faut pas simplifier. Je vous rassure tout de suite, nous avons un énorme travail de simplification à faire, mais ne tombons pas non plus dans cette espèce de catastrophisme français qui fait que rien n'est possible, parce qu'à force de le dire à l'étranger le croit. Et je pense que nous avons aussi peut-être la nécessité de faire passer un message un petit peu différent, parce qu'au total, et ce sera ma conclusion, comment rebondir? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas pessimiste sur l'avenir de notre pays. Je crois qu'il est aujourd'hui dans un marasme profond. Je crois aussi qu'il a des atouts considérables. Je crois qu'il peut rebondir. Le déclic, c'est quoi? C'est cette notion que tous les économistes, même les plus matheux, mettent en première ligne, et pour laquelle, malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi. Ça s'appelle la confiance. Comment débloquer aujourd'hui l'attentisme, la méfiance, il faut bien le dire, le doute qui s'est emparé de la plupart des acteurs économiques pour recréer ce climat de confiance dans l'avenir, si nous y parvenons, en 2017 peut-être. Bon, j'ai entendu tout à l'heure les insinuations à peine discrètes de Christophe Barbier sur cette échéance de 2017. Donc si nous y parvenons, je suis pour ma part tout à fait optimiste sur les capacités de rebond de notre pays et sur sa capacité à attirer des investissements extérieurs. Merci de votre attention. Merci à vous.